Bonjour à tous, bonjour Rebecca. Bonjour François, bonjour tout le monde. Agnès Basso-Fattori, merci de votre présence. Quel plaisir d'introduire ce premier rendez-vous de l'actualité de la 60e promotion. Rendez-vous de l'actualité qui, vous le voyez, est consacré aujourd'hui à la réforme de la contemporanéité des ressources prises en compte pour le calcul des allocations logement, qui nous a semblé être tout à fait prédictive d'un nouveau mode de relation allocataire-caisse. Rebecca va revenir à l'occasion d'un propos liminaire sur la genèse de cette réforme. Alors, comme François l'a dit, ce n'est pas véritablement le cœur de notre propos, c'est pourquoi on s'en tiendra à simplement des propos liminaires. Donc, les aides au logement, vous n'êtes pas sans savoir qu'elles ont été créées en 1948 et qu'elles bénéficiaient à environ 20% des ménages. Elles représentaient en 2018 un budget d'environ 17 milliards d'euros, soit 40% de la dépense publique en faveur du logement. Et différentes mesures d'économie depuis 2017 ont été mises en œuvre, permettant une économie totale d'environ 7 milliards d'euros si on inclut la réforme de l'APL en temps réel. Donc, c'est la fameuse contemporanéité des ressources. Merci. Tu vas nous la préciser d'ailleurs. Tout à fait. Alors, cette réforme et son périmètre est le suivant. C'est un montant des aides au logement qui est ajusté à la situation contemporaine, qu'elle soit familiale ou financière, de l'allocataire. Ce doit concourir au versement d'un droit ajusté, d'une juste prestation. 2 points de précision, 1 million d'allocataires, soit 18% des bénéficiaires de l'APL, ne sont pas concernés par ce nouveau mode de calcul des aides parce qu'ils sont étudiants, travailleurs indépendants ou ont d'autres statuts. Notons aussi qu'1 million d'allocataires devront continuer à compléter leurs ressources du fait d'une situation familiale ou fiscale qui leur est spécifique. Rebecca? Concernant le calcul et le calendrier de cette réforme, donc les droits aux aides au logement dus à compter de janvier 2021 ont été calculés sur la base des revenus des mois M-2 à M-13, donc les fameux 12 mois glissants, au lieu des revenus imposables des 2 années précédentes. Et ces revenus sont actualisés tous les 3 mois grâce à une déclaration trimestrielle de ressources sur le mode du RSA et de la prime d'activité. François va maintenant nous expliquer comment cette réforme a pu être menée et notamment sur quels outils elle s'est appuyée. Tout à fait. C'est une réforme qui s'appuie sur un nouveau modèle de production de la branche famille et qui préfigure une transformation majeure relative à la délivrance des prestations telle qu'elle est opérée par les caisses d'allocation familiale. Ce nouveau modèle de production repose sur un triptyque qui est le suivant. L'acquisition automatique des données à la source, fiabilisée car récupérée auprès de tiers de confiance. Le développement de traitements automatisés qui visent in fine la liquidation automatique des droits dans la plupart des cas. Et enfin, la dématérialisation et l'optimisation de la relation avec l'allocataire, dans une logique qu'on vous expliquera de 100% dématérialisé, 100% personnalisé. Il est essentiel de noter que ce nouveau modèle de production emporte une doctrine de branche dans la branche famille qui va au-delà finalement de l'outillage du poste de travail du gestionnaire en CAF et des évolutions qui ont pu être apportées, bien que majeures, au système d'information. L'objectif numéro 1 du nouveau modèle de production, c'est la récupération automatique des données via un dispositif de ressources mutualisées. Ce DRM, finalement, nous permet de récupérer des données grâce à la déclaration sociale nominative, la DSN, au dispositif de prélèvement à la source des revenus autres, pour notamment les revenus de remplacement. Et il est intéressant de noter qu'il est complété d'un flux DGFiP, notamment pour les revenus du patrimoine, et d'un module déclaratif pour une part résiduelle des allocataires. Nous l'avons exposé à l'instant. L'ensemble des assurés sociaux sera intégré dans le DRM, ce qui laisse augurer la possibilité de récupérer les ressources de nos allocataires pour le stock, ce qu'on appelle le stock, mais également des primo-demandeurs d'APL à l'avenir. Le deuxième objectif est le développement des traitements automatiques, c'est-à-dire la liquidation automatique des droits. Donc, l'automatisation des traitements permet de liquider le droit sans intervention humaine.
en permettant un paiement plus juste, plus rapide des droits sur la base de données entrantes qui sont fiabilisées. L'avantage, en plus, c'est que cela va donner une image finalement renouvelée des organismes de sécurité sociale qui vont désormais être capables de verser la prestation la plus juste possible pour répondre aux besoins précis d'un usager à un instant T. Cela constitue évidemment un allègement de charges en gestion, puisque les dossiers sont traités beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus fiable. Et enfin, cela favorise un parcours allocataire sans discontinuité et participe à prévenir les ruptures de droits, parce que, comme vous le savez, la récupération d'indus ultérieurs peut parfois fragiliser des situations qui sont déjà précaires à la base. Et saviez-vous que 27% des demandes de prestations sont liquidées automatiquement, remplissant ainsi l'objectif de 24% fixé par la COJE. Dernier objectif de ce nouveau modèle de production, c'est la dématérialisation et l'optimisation de la relation avec les allocataires des caisses d'allocation familiale. Le plan Action publique 2022 prévoyait une dématérialisation de 100% des démarches administratives à cette échéance. L'actuel plan de relance, lui, vise à ce que 250 démarches administratives les plus usitées soient dématérialisées en 2022. 27% d'entre elles le sont actuellement. La réforme de l'aide au logement, l'APL en temps réel, s'est accompagnée de nouveaux services en ligne mis à disposition des allocataires par les caisses d'allocation familiale. Un simulateur qui existait déjà, mais qui a été mis à jour, une demande en ligne sur le CAF.fr, une application mobile enrichie de services avec un suivi des démarches plus poussé et un agenda de l'allocataire. Des vidéos, un chatbot et un chat de questions-réponses qui ont pu être animés dans différentes caisses d'allocation familiale. Vidéo et chatbot se retrouvent sur le CAF.fr. Enfin, la branche s'est dotée d'un numéro unique en remplacement des 102 numéros qui préexistaient dans chacun des organismes, 3230 pour joindre sa CAF où qu'on soit en France. 80% des démarches d'aide au logement sont réalisées en ligne pour un objectif COG qui était fixé à 72,5 en 2020, objectif atteint donc. Vous l'aurez compris, ce nouveau modèle de production de la branche famille est définitivement orienté client. Il vise à assurer le paiement rapide, juste et régulier des prestations et il est basé sur un postulat qui est le suivant, c'est une production efficace qui facilite une relation client et une personnalisation de l'accompagnement des allocataires. L'enjeu est simple, c'est de permettre un accès effectif aux droits dans une logique de flux maîtrisé, fiabilisé, sécurisé, orienté à l'allocataire et, in fine, de rétablir la confiance entre les organismes et leurs usagers. Ce modèle de production préfigure un mode de relation rénové entre la CAF et ses allocataires. Le rétablissement de la confiance est un point essentiel. Rebecca va nous en parler. Tout à fait, François. Quel enjeu qu'est celui de la confiance allocataire CAF. Alors, comment faire pour renouer avec cette confiance? Eh bien, en simplifiant les démarches. Premier aspect, réduire le mode déclaratif au bénéfice de données préalimentées. Donc, je le disais déjà un peu auparavant, c'est réduire finalement la part déclarative pour diminuer le risque d'erreur, le risque de fraude et in fine d'indus. Pour l'une des raisons que j'évoquais il y a quelques minutes, la récupération d'indus ultérieurs qui peut fragiliser des situations qui le sont déjà. Cela est rendu permis par la fiabilisation des données d'entrée grâce à ce fameux DRM qui va permettre de recevoir des données actualisées, beaucoup plus réactives, contemporaines, pour reprendre le terme de notre sujet, et donc de fiabiliser le traitement de ces dossiers. Deuxième aspect, la loi ESSOC de 2018, plus communément appelée loi pour un État au service d'une société de confiance, avec 2 items. Premier item, la simplification dans la lignée du dites-le-nous une fois, avec notamment l'interopérabilité des données entre les administrations. Alors là, il y a un véritable changement de paradigme dans la relation que l'usager entretient avec sa caisse et notamment sa CAF, c'est-à-dire qu'il ne va plus être systématiquement demandé à l'usager de fournir des pièces justificatives pour ces démarches qui sont par ailleurs déjà détenues par une autre administration avec un grand A.
Deuxième item, la reconnaissance d'un droit à l'erreur, qui finalement, pourrait-on dire, est le pendant de la reconnaissance de la complexité de notre système d'aide, de notre architecture de prestations sociales. C'est pourquoi, et dit plus simplement, au vu de la complexité de notre système, il est compréhensible que des usagers commettent des erreurs lors de leur déclaration, leur démarche administrative, et c'est pourquoi on ne peut pas tout le temps leur en tenir rigueur et on leur offre pour ce faire un droit à rectification des informations qu'elles ont fournies. Renouer avec la confiance, c'est aussi accompagner le déploiement des services en ligne pour rendre les allocataires le plus autonomes possible. L'une des causes possibles de non-recours, on pourrait en déterminer d'autres, mais avec François, nous avons pris le parti de cibler sur cette difficulté particulière, qui est la difficulté de compréhension du système institutionnel. Le recours peut prendre différentes formes, mais il faut surtout être vigilant quant à la fracture numérique. François a parlé de l'objectif Action publique 2022, 100% personnalisé, 100% dématérialisé. Il faut absolument accompagner les personnes les plus éloignées du numérique. D'ailleurs, un rapport du Défenseur des droits de 2019 a alerté sur cette fracture numérique qui peut concerner les personnes qui ne sont pas dotées d'outils informatiques chez elles, les personnes qui sont dotées d'outils informatiques mais qui n'ont pas les compétences informatiques, sans oublier les personnes qui vivent dans des zones blanches et celles qui ont déjà de base des difficultés avec les démarches administratives, mais qui disposent d'outils informatiques, de compétences informatiques par ailleurs. Donc, c'est pourquoi le Défenseur des droits a alerté sur la fracture numérique en incitant les organismes à conserver des voies d'accès multicanal pour rendre l'accès à ces droits effectifs. Les téléprocédures, l'accueil physique, le téléphone, le courrier papier, le mail, pour garantir l'effectivité de ces droits. Et le CRESOC, en 2016, a publié une étude montrant qu'environ un tiers des Français qui ont été sondés se déclaraient en difficulté avec le numérique. Dont acte, et que fait la branche famille du coup? Des solutions sont apportées, François. Adopter une approche holistique des aides pourrait être une première solution. On peut citer un exemple, le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Qui permet donc à l'allocataire d'avoir une vision d'ensemble sur les aides auxquelles il a le droit, un simulateur. Mais la limite d'un tel site, c'est qu'il n'y a pas vraiment de volet accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, la personne veut faire une demande d'allocation familiale, elle va avoir le simulateur sur le site, elle va voir qu'elle est éligible à cette aide-là, mais pour autant, dès lors qu'il faudra effectuer la démarche, elle sera renvoyée sur le site caf.fr. Lutter contre l'électronisme, notamment des publics les plus précaires, avec des ateliers d'inclusion numérique, des points d'accueil numérique, du co-browsing. Et pour citer qu'un seul exemple concret, la CAF du Gard a récemment lancé la Maison de l'inclusion numérique, la mine, en partenariat avec des associations comme les Petits Débrouillards, pour accompagner justement les publics les plus éloignés du numérique à accomplir leurs démarches administratives en ligne. Et enfin, un accompagnement social, c'est le rendez-vous des droits, on va y revenir tout à l'heure, la maison de service au public, le data mining, tout ça dans une logique de parcours qui, vous le verrez, est un peu le fil rouge de cette présentation. Renouer avec la confiance allocataire CAF en simplifiant les démarches, c'est aussi développer une approche omnicanale dans la gestion de la relation client. On évoquait avant le maintien du multicanal. L'accueil physique, Internet, les réseaux sociaux, le courrier ou l'accueil téléphonique demeurent. Par contre, il faut internaliser la complexité qu'elle peut générer auprès des allocataires, ce dans une optique à développer, celle de l'omnicanal. L'outil de la gestion de la relation client de la branche famille, le futur outil, est actuellement en construction et il se veut centré sur l'usager, selon l'expression, un anglicisme, user-centric. Quel que soit le mode de contact, c'est-à-dire que la personne se présente en accueil, qu'on lui réponde via une plateforme téléphonique, qu'on lui réponde via un courrier ou un courriel, qu'on lui fasse une réponse courte et rapide sur les réseaux sociaux ou qu'elle nous contacte via Internet, une tablette ou un smartphone. L'outil de gestion de la relation client de la branche famille, dont elle va se doter, permettra de gérer l'interaction entre un usager et sa CAF, quel que soit ce mode de contact. Il permettra aussi de router et distribuer les différents flux entrants
entre les services gestionnaires et bien sûr les allocataires, dans une logique finalement de non-discontinuité de cette relation de service. Enfin, cet outil devra permettre de piloter l'activité gestion de la relation client, ce de manière opérationnelle, avec un suivi régulier du nombre d'appels entrants, des courriers en sortie, des flux en accueil, et de manière plus stratégique, notamment dans une approche prévisionnelle et de production. L'objectif est d'éviter la réitération des contacts qui pèsent particulièrement en charge de gestion sur les organismes. Un objectif qu'on pourrait traduire finalement par un contact, une solution. Il nous faut par ailleurs adopter une approche plus prédictive dans la délivrance des prestations et des services. Cette citation, la mise en œuvre du DRM est une petite révolution au service de la mise en œuvre effective du juste droit. La richesse des données récupérées et la capacité de calcul du nouveau système d'information de la branche ouvrent un champ nouveau dans l'accès au droit, à court terme pour nos allocataires, à moyen et long terme pour les publics non allocataires. C'est ainsi qu'on développe le data mining accès au droit, avec deux exemples que je prendrai, la prime d'activité et l'allocation de soutien familial. Le postulat est suivant, la CAF est productrice d'informations et de connaissances, et le DRM vient, une fois encore, appuyer ce postulat. Le data mining, qui vise à croiser l'ensemble de cette connaissance selon des critères prédéfinis, a longtemps été utilisé par la branche, et d'ailleurs l'est toujours, dans une optique de maîtrise des risques. Aujourd'hui, la branche famille va plus loin et utilise cette connaissance et les croisements qu'elle en fait dans une optique d'accès au droit et a déterminé un modèle de data mining qui a permis une détection du non-recours à la prime d'activité et plus récemment à l'allocation de soutien familial qui vient en aide aux familles monoparentales, je le précise car elle est moins connue. Sur un panel d'environ 17 000 allocataires, c'est une expérimentation qui a été conduite en 2019, la branche a permis d'ouvrir des droits nouveaux à la prime d'activité sur environ 5% de ce panel. Concernant l'allocation de soutien familial, une expérimentation récente a été conduite au mois de décembre et les résultats sont attendus. Peut-être que Agnès Vassaux-Fattori pourra nous en parler. C'est aussi aller au-devant des publics avec, pour illustration, une citation du rapport Cloërec Damon. La protection sociale ne doit plus seulement apporter des réparations, elle doit accompagner des transitions. Et cette phrase s'illustre notamment par le développement de parcours allocataires dont l'objectif est sans couture. Donc c'est très imagé, hein. On imagine un parcours sans accroc finalement qui est très fluide, très linéaire pour mieux prendre en compte le point de vue des usagers lorsqu'un événement de vie particulier vient perturber leur équilibre familial. Par exemple, nous avons le parcours séparation qui a été généralisé en 2020 et le parcours naissance qui va être expérimenté au cours de cette année. Il y a donc un ensemble d'actions, de démarches qui va s'organiser autour de cet événement, jalonné dans le temps, donc l'idée de parcours, avec tout un panel d'offres de services qui va graviter autour de l'usager avec une coordination d'actions entre des partenaires tant internes qu'externes pour toujours répondre au mieux aux besoins de l'usager à un instant T en fonction de l'événement de vie venu perturber son équilibre familial. François, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'approche populationnelle, s'il te plaît? Tout à fait. Ce point est essentiel. Le sans couture pour les usagers, finalement, il prend aussi racine dans la façon que les caisses d'allocation familiale ont d'ordonnancer la production du service. À cet effet, les caisses d'allocation familiale testent actuellement une nouvelle approche dans l'ordonnancement de la production du service, qui est une approche populationnelle. Elle vise finalement à créer des cohortes d'allocataires en fonction de critères prédéfinis et selon des parcours de vie qui les caractérisent. Par exemple, un parcours logement, un parcours précarité, un parcours handicap. Et finalement, vise à spécialiser le gestionnaire conseil sur la prise en charge à la fois des demandes de prestations, mais aussi la promotion éventuellement des offres de services qui sont adossées aux prestations, que ce soit sur le handicap, sur le logement, sur la monoparentalité. Cette approche populationnelle, finalement, pose un changement de paradigme, puisque le gestionnaire conseil, qui est volontaire pour l'instant, peut choisir de se spécialiser.
Vous l'aurez compris, derrière, l'objectif, c'est de fluidifier le parcours pour l'allocataire, de rendre plus experte la réponse qui est apportée à l'allocataire par son gestionnaire conseil et finalement d'avoir un parcours qui est sans couture. Une fois encore, la branche a à cœur d'internaliser la complexité pour qu'elle ne repose plus sur l'allocataire. Et d'externaliser la simplicité. Compléter. Aller au-devant des publics, c'est aussi accompagner et orienter les allocataires en nouant des partenariats locaux. On a décidé donc de vous présenter deux mécanismes, deux dispositifs plutôt, les rendez-vous des droits et les entretiens giratoires. Sachant que les entretiens giratoires ne sont pour le moment menés qu'à titre expérimental, ils n'ont pas fait l'objet d'une généralisation. Les rendez-vous des droits, par contre, ont été mis en place dès 2014 et finalement reposent sur un entretien personnalisé avec l'allocataire pour faire un bilan de sa situation et de lui proposer des aides, d'ailleurs qu'elles soient versées ou non par les CAF. Donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur la situation de l'allocataire et l'orienter vers les aides les plus adéquates. Il y avait une étude de l'adresse en 2020 qui indique que 37% des personnes qui sortent d'un rendez-vous des droits ont ouvert un nouveau droit. Et les entretiens giratoires, c'est un peu la même philosophie. Ça concerne les bénéficiaires du RSA, notamment expérimentés dans la CAF de l'Hérault, pour comprendre, c'est la même philosophie, vous l'aurez compris, comprendre la situation, les besoins d'une personne, instruire, actualiser les dossiers de manière beaucoup plus fluide en faisant une connexion plus rapide entre les CAF et le conseil départemental, toujours pour répondre au mieux aux besoins de l'usager. Autre pan extrêmement important finalement de cette nouvelle relation allocataire-CAF, c'est la co-construction des offres de services avec les allocataires et partenaires de la branche famille. Selon une logique du faire pour, faire avec. Faire pour correspond à un premier état de prise de conscience de la part des administrations qu'elles agissent pour un usager final et de centrer leur attention et surtout leurs intentions sur cet usager pour qui elles délivrent un service. L'administration n'est pas omnisciente, elle ne sait pas à la place des usagers. Il s'agit ainsi de les consulter, de leur donner un rôle plus actif aux côtés des experts de l'administration pour concevoir des services qui leur sont réellement adaptés. Ça, c'est le faire avec. La branche famille a toujours eu une approche de co-construction avec ses allocataires. Cela a été d'abord développé avec les tests usagers, notamment à l'occasion de la mise en place de nouveaux services en ligne. Elle réalise très souvent aussi des focus group qui associent ces allocataires et permettent de les sonder sur leurs besoins ou de les observer dans leurs habitudes de vie. Enfin, elle développe des séances de créativité qui permettent aussi d'associer ces allocataires et de co-construire avec eux des services. Elle réalise, et ce sera mon dernier point, des enquêtes de terrain et de l'écoute, notamment dans les accueils des cases d'allocation familiale, une fois encore pour définir finalement les contours de ce que pourraient être nos nouveaux services et de ce que sont les besoins actualisés des allocataires. Dernier dernier outil né de cette démarche, c'est la CAF à votre écoute, la première plateforme participative citoyenne de la sécurité sociale. Une plateforme en ligne qui permet à l'occasion de consulter les citoyens sur leurs habitudes, leurs besoins, leur rapport avec la CAF. Elle permet à la branche de sonder les usagers sur les projets qu'elle souhaite conduire, nouvelles interfaces, nouvelles offres de services. Elle permet de créer des offres de services plus adaptées aux besoins des usagers et qui, de facto, trouvent leur public. Elle existe depuis un peu plus d'1 an, cette plateforme, et elle a permis de porter 15 campagnes nationales pour environ 20 000 contributions recueillies. Un point d'actualité, il est à noter que des pages locales sont actuellement déployées pour les caisses d'allocation familiale qui souhaitent avoir cette même démarche à l'échelle de leur territoire. La réforme de l'APL, vous l'avez compris, est adossée à un nouveau modèle de production de la branche famille. Les possibilités qui sont actuellement offertes par la DSN sont nombreuses en termes d'accès aux droits et de recul du modèle déclaratif.
L'ambition de ce nouveau modèle de production, elle est plus globale. C'est refondre la production du service à l'allocataire et la gestion de la relation client. Elle préfigure un mode de relation allocataire-caisse qui, résolument, est rénové. Elle passe par plus de dématérialisation et d'accompagnement. Elle est davantage attentionnée, plus personnalisée. Elle est plus prédictive et proactive dans la relation de service et dans les droits que nous pourrions ouvrir pour ces usagers. Enfin, elle replace cet usager au centre. Ces évolutions nous semblent ouvrir des perspectives nouvelles et intéressantes. Tout à fait, François. Alors, nous avons décidé de développer 2 idées particulières. Bien sûr, d'autres idées auraient pu être développées par ailleurs. On s'est contenté de ces 2 idées. La prestation sociale unique, on peut se poser la question, allons-nous vers une prestation sociale unique? C'est une thématique qui sporadiquement revient dans les débats, qui a été envisagée par plusieurs rapports, dont le rapport CIRUG, qui va forcément parler à nos collègues de la 60e promotion et de tous les préparationnaires. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec ce rapport, sachant aussi que d'autres rapports plus récents, notamment France Stratégie de 2018, ont été rendus sur le même thème. Pour le rapport CIRUG, il propose une refonte des prestations pour faciliter l'accès des usagers aux droits, parce qu'il établit un lien de causalité entre la complexité du système de l'architecture des aides et le taux de non-recours. Et il met l'accent sur l'accompagnement des bénéficiaires, avec encore une fois une citation très parlante, faisant référence à un accompagnement de qualité et d'un référent de parcours pour l'ensemble des démarches. Donc on a bien ici cette idée de vision à 360 degrés de la situation de l'allocataire qui est prise en compte. À minima, synchroniser les bases ressources pour donner plus de lisibilité et d'équité au système d'aide. Nous savons que le chantier DRM a été techniquement colossal. C'est pourquoi la réforme a été notamment reportée à plus d'une reprise. Le chantier technique est considérable. Et cela nous permet d'entrevoir une question, de poser une question, le data mining accès au droit. Est-ce que cela signifierait la fin du principe de quérabilité des prestations? On peut se poser cette question. En tout cas, pour l'heure, le DRM va monter en puissance puisqu'il va être mis au service d'autres prestations, la prime d'activité et le RSA, d'ici la fin de l'année, début 2022. Moi, j'ai entendu parler du dossier social partagé. Mais tu as tout à fait bien écouté ce que j'ai raconté. Le dossier social partagé, la fin du non-recours, alors ce serait l'idée d'un DSP à l'image du DMP que l'on connaît actuellement, conforme au principe, dites-le nous une fois que vous avez maintenant, vous savez ce qu'est ce principe, et à la logique de parcours et d'accompagnement personnalité, avec toujours cette idée de référent unique, comme il existe d'ailleurs à Pôle emploi. Un système des 3 P, entre guillemets, donc une personnalisation, on y est venu longuement tout au long de nos propos, cette logique de parcours rendue possible par le partage des données et par la performance des systèmes d'information. Vous l'aurez compris, l'idée de valoriser la prestation la plus ajustée, qui va s'ancrer dans une logique de parcours, d'accompagnement, pour répondre au mieux aux besoins de l'allocataire et ceux qui priment, et bien sûr respecter le RGPD, sécuriser et les données partagées et surtout les rendre confidentielles semble être un prérequis. Merci de votre attention. Merci Rebecca. Merci François.